Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Le Finance Bill présenté en deuxième lecture par le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce vendredi, un texte clé pour appliquer les nouvelles orientations budgétaires 2025 à 2026. Accusation de violence à la prison de Melrose, la Commission des droits humains enquête. Les images de vidéosurveillance sécurisées, les premiers témoignages ont été recueillis. Pas de liberté conditionnelle pour l'ACP Donraz Gangadine. La police objecte devant le tribunal de Port-Louis, évoquant un risque d'ingérence dans l'enquête sur le détournement présumé de 160 millions de roupies de reward money. Vers une refonte complète du système de transport en commun, un nouveau projet de loi, le Bus Services Bill, attendu d'ici fin 2025, objectif en service d'autobus plus moderne et plus accessible. Un 25 juillet qui a tout changé, le jour où Maurice s'est uni pour sa mère, 5 ans après le naufrage du Wakashio, l'écho d'un peuple soudé et debout résonne encore. À l'étranger, la France va reconnaître l'État de Palestine. Emmanuel Macron en fera une annonce solennelle à l'ONU en septembre prochain. Merci de nous rejoindre pour cette édition largement consacrée aux travaux à l'Assemblée nationale. Maurice envisage de suspendre son statut de membre du Parlement panafricain après que la délégation mauricienne en route pour l'Afrique du Sud pour participer à la 5e session de la présente législature s'est vue refuser son accréditation au Parlement ce vendredi. Le Premier ministre s'est dit indigné d'une correspondance envoyée par le leader de l'opposition à cette instance régionale dans laquelle il a exprimé des réserves quant à la composition de la délégation mauricienne. Madam Speaker, with your permission, I wish to make a statement in relation to the participation of Mauritius in the 5th session of the 6th legislative of the Pan-African Parliament, currently sitting in Midrad, South Africa. As the House is aware, a delegation to the Pan-African Parliament was constituted and left for South Africa after the Secretariat of the Parliament was duly informed of the composition of our delegation. Madam Speaker, Article 4.3 of the protocol establishing the Pan-African Parliament requires that, and I quote, the representatives of each member state must reflect the diversity of political opinions in each National Assembly or the National Parliament or the deliberative organ. End of quote. Whereas Article 4 stipulates, Article 4.2 stipulates that each member state shall be represented in the Pan-African Parliament by 5 members, at least one of whom must be a woman. As you may be aware, Honorable Annabel Savapati was part of the delegation. It should be borne in mind that based on tradition and established practice, the leader of the opposition does not form part of any national delegation to regional or international parliamentary meetings. For his part, the 4th member of Port Louis, North Montalon, did not express the wish to form part of the national delegation to the Pan-African Parliament, which, as I just mentioned, holds its sittings in South Africa. He instead preferred to be considered for the Inter-Parliamentary Union, the IPU, which meets in Geneva, Switzerland. On the other hand, Madam Speaker, the 3rd member, who does not sit on the government bench, sits as an independent member and therefore belongs to no political party, cannot thus be said to have divergent political opinions. Having been elected on the platform of the alliance that I lead, let me recall here that as the sitting member of the then opposition, he served for 2 full terms as a member of the national delegation to the Pan-African Parliament, that is from May 2015 to October 2019, and again from May 2020 to October 2024. Madam Speaker, as Prime Minister of this country and Leader of the House,
I simply cannot accept that this august assembly, where dignity has been restored since the elections of November 2024, be made to suffer the kind of humiliation that its elected honourable members have been subjected to by the unjustified and totally unwarranted refusal of the Credentials Committee of the Pan-African Parliament to accredit them. I have therefore required our delegation to come back, and I have addressed a strong letter of protest to the chairperson of the African Union Commission in Addis Ababa, copied to the President and clerk to the Pan-African Parliament. Madam Speaker, in view of the seriousness and highly contemptible situation that this matter has provoked, I seek your indulgence to read out the contents of the letter, which I shall also table. Madam Speaker, let me register my utmost indignation at the unpatriotic and disgraceful behavior of the Leader of the Opposition, who publicly stated that he had written to the Pan-African Parliament to protest against the composition of our delegation and inviting them to deny it the required credentials. It is a matter of deep regret that the very people who made a mockery of parliamentary democracy and who brought our assembly and the country into disrepute, these very people today declare themselves as paragons of democratic virtue. They are now sullying the reputation of our country on the continent, this very country that up to 2014 ranked among the first in most international and regional indexes relating to good governance. Finally, Madam Speaker, it is paradoxical that the Honourable Fourth Member for Port-Louis Montaiglon became Speaker after his predecessor was voluntarily consigned to the ICU and who undertook 3 missions at taxpayers' expense within a short span of 78 days, should now project himself as the guardian of public finance and good governance. Thank you, Madam Speaker. I will now read extracts from the letter that I sent. And as I said, I expressed concern about my government of the refusal to accept the credentials of our delegation. And as I said, our delegation was already on its way to South Africa. And it was informed late on the 18th of July that they would not be accredited on the grounds that our delegation's composition was allegedly not in conformity with Article 4.3 of the relevant protocol. And I said, I'm going to say that you are no doubt aware that Mauritius ranks very high in various international indexes as regard to the basic precepts of democracy. Our National Assembly is regularly renewed on the basis of regular national elections. Clearly, there is a lack of knowledge or information at the level of the committee with respect to the history of our National Assembly, whose sovereignty and dignity have thus been put into question. I go on to say that our current Assembly comprises only 2 members of the official opposition, who, though having lost elections, are members by virtue of our electoral system. This ensures that the opposition is represented in our parliament, in spite of the fact that our government alliance won all the seats, all the 60 seats. There is now also a member who, having been elected on the platform of the alliance that I lead, is now sitting as an independent member. Besides the leader of the opposition, who by tradition and established practice does not participate in any such regional or international parliamentary gatherings, the other member, as well as the independent member, have been assigned to 2 other international regional parliamentary bodies, namely the IPU and the CPA. And to add insult to injury, the clerk of the PAP wrote to the clerk of the National Assembly late on Sunday, the 20th of July, in response to the explanatory letter of the latter dated 18th of July, and stating that the decision not to accredit has been taken, and therefore the request is that we reconstitute our delegation to conform with Article 4 for submission by the same date, that is 20th of July. This is the first time that such treatment, verging on humiliation, is being meted out to our National Assembly, and it simply cannot be either accepted or tolerated. Mauritius has been at the forefront of many an African struggle
right since its adherence in 1968 to the OEU, precursor to the AU, and will continue doing so, especially now when our continent is confronted with so many challenges. The decision of the PAP clearly demonstrates a lack of institutional memory on our track record and the functioning of different assemblies that constitute the Pan-African Parliament. I owe it to my people and to the National Assembly to take an appropriate decision that this regrettable and condemnable action by the committee of the PAP warrants. I have therefore instructed that the Mauritius delegation should return forthwith to Mauritius. My government is also envisaging the suspension of our membership of the Pan-African Parliament, when we shall keep you and the PAP informed of any decision that we make thereupon. Thank you. Parlons à présent de la présentation du Finance Bill en deuxième lecture par le Premier ministre et ministre des Finances, le Dr Navin Ramgoolam, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Un amendement sera porté au National Pensions Act pour repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Cette mesure sera mise en place progressivement sur une période de 5 ans. Pour soutenir cette nouvelle mesure, d'autres lois seront aussi amendées. The previous government had planned to end abruptly the different CSG allowances, namely the CSG income allowances, the child allowance, the school allowance, the maternity care allowance, and pregnancy care allowance. As a compassionate government, we are ensuring that the CSG allowances are renewed and gradually phased out over the next 2 years. The bill therefore provides for the necessary amendments to the Social Contribution and Social Benefits Act. The bill also provides that vulnerable individuals and households registered on the Social Register of Mauritius will continue to receive these allowances in full, as well as the independence allowance. Furthermore, the bill provides for the following: A, the payment of the disability allowance to persons over 60 years who are not eligible for the basic retirement pension but qualify under the income support criteria. B, the increase of the revenue minimum guarantee allowance from 500 to 890 rupees in financial year 2025-2026 and a further 1,890 rupees in financial year 2026-2027, so as to ensure that a full-time worker earns a minimum monthly revenue of 20,000 rupees. And C, maintaining the equal chance allowance of 2,000 rupees per month for households earning less than 20,000 rupees monthly. Madam Speaker, Clause 39 amends the National Pensions Act to provide for a 5-year transition period starting 1st of September 2025 to align the BRP eligibility age to the retirement age. Furthermore, the bill amends the Income Tax Act to provide for the payment of a monthly income support of 10,000 rupees to individuals aged 60 and above who would not qualify for the basic retirement scheme, subject to eligibility and residency criteria. The bill also amends the National Savings Funds Act to allow contributors who cease to work before reaching the new pension age to assess the benefits under the Act. La plateforme commun syndicale a déposé cet après-midi une pétition au bureau du Premier ministre à Port-Louis. Elle concerne la réforme du système de pension. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, les membres de la plateforme expriment leur désaccord avec la décision de repousser le paiement de la pension à 65 ans. Un important segment du Finance Bill concerne également les mesures pour la consolidation fiscale. Le Premier ministre a énoncé les nouvelles modalités à l'Assemblée nationale ce vendredi. Clause 26 amends the Income Tax Act to provide for the following. The monthly exemption threshold for employees is being raised from 30,000 to 38,462 rupees. The businesses earning more than 50% of the turnover in foreign currency will be required to pay tax in foreign currency. However, banks will be allowed to pay the portion of tax related to local, non-global business clients in Mauritian rupees. There will be an amendment at committee stage to provide for a technical adjustment for the definition of global business entity.
A fair share contribution is being introduced. Individuals with annual chargeable income, including dividends exceeding 12 million rupees, will pay a 15% contribution on the excess. This measure will apply for 3 consecutive years. That is from the 1st of July 2025 to the 30th of June 2028. It is worth noting that dividends distributed by global business companies to non-residents and lump sums will be exempted. A new alternative minimum tax is being introduced for companies in sectors where profitability does not always reflect the tax paid. These include hotels, insurance companies, financial intermediation, real estate, and telecommunications. Companies will pay either the normal tax or 10% of adjusted book profits, whichever is higher. Madam Speaker, we are also introducing the qualified domestic minimum top-up tax in line with our international commitments under OECD's global anti-base erosion rules. This tax ensures that multinational enterprises with annual global revenue of 750 million euros or more pay an effective tax of at least 15% in Mauritius. The tax will be payable for the year of assessment starting the 1st of July 2025. I wish to reassure the House that the bill provides flexibility for exclusions from the tax, if required, by way of regulations. In addition, a special tax credit will be worked out together with the Mauritius Revenue Authority and in consultation with relevant stakeholders, and will be implemented by way of regulations to provide relief to those companies that will become subject to the global minimum tax. SMEs with turnover not exceeding 100 million rupees will continue to benefit from several tax deductions and incentives, including triple deduction on donations to NGOs. SMEs will also benefit from a new deduction for investments in artificial intelligence technologies. Madam Speaker, we are also introducing several administrative and compliance-related reforms, including reduced penalties for late payment, excess loss claims, and erroneous refunds, limiting MRA's power to raise assessments only to 2 past years, raising the tax filling threshold to 500,000 rupees, and requiring gambling authorities to report ticket numbers on winnings. To cushion businesses and protect jobs, we are providing for the legislative amendments relating to the monthly financial support scheme for export-oriented enterprises, NGOs, and selected sectors such as BPO, transport, and construction to meet salary compensation and the national minimum wage commitments. Other measures include phasing out of the housing loan relief scheme by June 2027, provision for a 5% investment tax credit for all small businesses acquiring new equipment, capping of penalty and interest at 100% of the tax due, updating rules around foreign dividend exemptions, bullion profits, and virtual asset service providers, clarifying the entitlement to the partial exemption regime, and removal of tax holidays for SMEs operating as tourism operators, training institutions, or providing professional services. Madam Speaker, Clause 61 includes a wide-ranging set of amendments to the Value-Added Tax Act, with 3 overarching objectives. First, to bring digital services into the VAT net. Second, to ensure equity through the fair share contribution. And third, to strengthen enforcement and compliance. I will again circulate an amendment relating to VAT to clarify this. The cap of 35% will apply to the fair share contribution payable by banks in respect to Section A, banking transactions only, that is, domestic banking. The amendments provide for the implementation of the following measures: 0 rating of frozen and canned vegetables, as well as fruit vegetable purees for infants. VAT refunds will be available for harvesting services provided to planters under the VAT refund scheme for small planters. A fair share contribution is being introduced for companies and banks with chargeable income and supplies exceeding 24 million per annum. The rates are as follows: 5% for companies taxed at 15%, 2% for companies taxed at 3%,
and for banks, an additional 2.5% will apply on income from resident transactions. Companies will not be allowed to offset unused tax credit against this contribution. However, global business entities and companies benefiting from tax holidays or income tax exemptions will be exempted. To ensure equity, the total tax burden for banks and telecom operators, including all other levies, will be capped at 35% of chargeable income. Le Finance Bill porte aussi sur la réorganisation de certaines institutions clés du pays en vue de restaurer leur crédibilité et efficacité, dira le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. In the budget speech, we also spoke of our commitment to re-engineer our key institutions and restore their credibility and effectiveness. We also announced that we will close down institutions and organizations that have become obsolete and or grossly underperforming. Clause 13 is therefore of the Economic Development Board Act is being amended to repeal the provisions relating to the Mauritius Africa Fund, given that the company will be closed and its functions will be integrated within the Economic Development Board. Similarly, Clause 33 repeals the Maurice Strategy Board Act while integrating its function with the Ministry of Financial Services and Economic Planning and providing for the transfer of its staffs to the Economic Development Board. Madam Speaker, to support the new economic architecture, as we announced, a series of incentive schemes to be implemented by the Economic Development Board. The bill therefore provides for the enabling clause for the implementation of the Innovate Mauritius scheme, the Land Repurposing scheme, the Waste to Wealth Investment scheme, and the Heritage Stewardship scheme. In line with the strategy announced in the budget speech to give a big push to research and development and innovation, the bill also provides for investment in research laboratories to be eligible under the Premium Investor Scheme. Ce projet de loi prévoit également la mise en application des mesures annoncées dans l'annexe du budget 2025 à 2026 en matière de taxation et de finances nationales. Le Finance Bill prévoit plusieurs amendements au cadre juridique régissant le secteur des services financiers. This bill brings about several amendments to the legal framework governing the financial services sector, in particular to enhance the investigation powers of the regulatory authorities, to improve efficiency, governance, and competitiveness, while at the same time expanding the spectrum of products. Accordingly, Clause 20 of the Finance Bill amends the Financial Services Act to, amongst others, enable the Financial Services Commission to conduct special investigations at the request of a foreign supervisory institution and initiate an investigation against a person who ought to have been licensed under the Financial Services Act or any other relevant act. B, to provide that holders of a global business license have at least 2 directors resident in Mauritius at all times, and that the FSC be kept informed of any change in directors within 7 days. And C, to provide that the oath of confidentiality, immunity, and protection to be extended to any other person assisting an appointed investigator by the FSC. Aussi à l'agenda des travaux parlementaires, The Rodrigues Regional Assembly Amendment Bill, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, dira que le conseil exécutif de l'Assemblée régionale de Rodrigues a déjà été consulté sur les changements qui seront apportés et a déjà donné son approbation à cet effet. Intervention par la suite du chef du gouvernement sur The Economic and Financial Measures Miscellaneous Provisions Bill. Ce projet de loi, dira le Dr Navin Ramgoolam, prévoit des amendements à plusieurs lois existantes. La Commission des droits humains a démarré son enquête sur les événements survenus à la prison de Melrose la semaine dernière. Un groupe de détenus affirme avoir été brutalisé. Une trentaine de prisonniers y ont déposé leur plainte. Mardi prochain, le personnel et les responsables de la prison seront confrontés à leurs déclarations. La National Human Rights Commission continue
a visionné les images enregistrées par les caméras de surveillance. Elle a déjà sécurisé 50% des images des événements survenus le jeudi 17 juillet. Venons-en sur l'affaire dite Reward Money autour du détournement présumé de 160 millions de roupies accusé de blanchiment d'argent. L'ACP Dhanraj Gangadin reste en détention après sa comparution devant le tribunal de Port-Louis ce vendredi. Pas de liberté conditionnelle pour le haut gradé de la police. Pour rappel, il a été arrêté hier par la Financial Crimes Commission. On fait le point avec Dassa Apalasorni. Arrêté hier par la Financial Crimes Commission, l'ACP Dhanraj Gangadin n'a pas obtenu de liberté conditionnelle devant le tribunal de Port-Louis ce vendredi. Il restera en détention policière jusqu'au 1er août prochain, date de sa prochaine comparution. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, évoquant un risque d'ingérence auprès des témoins et de manipulation de preuves. Une actualité diversement commentée, notamment devant le tribunal ce matin. Pour cette première comparution, une charge provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre l'ACP Dhanraj Gangadin. L'enquête, menée par la Financial Crimes Commission, porte sur le détournement présumé de 160 millions de roupies de Reward Money qui aurait transité par le compte bancaire du suspect. Son avocat, maître Yash Badin, a déposé une motion de remise en liberté conditionnelle. Elle sera débattue le 7 août prochain. Le Police Press Office nous informe que les démarches sont en cours concernant la suspension provisoire de l'ACP Gangadin. L'actualité à l'étranger, le président français Emmanuel Macron annonce que Paris reconnaîtra officiellement l'État de Palestine. Une déclaration solennelle prévue en septembre devant l'Assemblée générale des Nations unies. Une décision qui s'inscrit dans un contexte de pression internationale pour mettre fin au conflit à Gaza. Sylvana Paris-Mamon. Emmanuel Macron soutient que la paix est possible dans la bande de Gaza, réitérant son appel à un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive. Pour le président français, il faut garantir la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire à Gaza. Cette annonce intervient alors qu'Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin aux souffrances des plus de 2 millions d'habitants du territoire palestinien. Ces derniers sont soumis à un blocus qui les prive d'une aide humanitaire vitale. Le président israélien Isaac Herzog a réagi, estimant que cette décision ne fera pas progresser la paix au Moyen-Orient. Il a ajouté qu'elle n'aiderait pas à vaincre la menace terroriste ni à ramener les otages détenus dans la bande de Gaza. Washington a aussi fustigé la France. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que cette décision imprudente ne sert que la propagande du Hamas et fait reculer le processus de paix. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé qu'il tiendrait une réunion d'urgence avec la France et l'Allemagne pour discuter de ce qu'ils pourront faire de toute urgence pour arrêter les massacres. L'Arabie saoudite, le Qatar et le Koweït ont salué la décision du président français en appelant d'autres pays à faire de même. À ce jour, 148 des 193 pays membres de l'ONU reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Retour sur le plan local vers un transport fiable et moderne pour tous. Le gouvernement prépare une réforme en profondeur du réseau d'autobus. Objectif, repenser tout le système pour tenir à sa promesse d'un transport gratuit à tous et désengorger nos routes. Un projet de loi, le Bus Services Bill, est attendu d'ici la fin de l'année. Anisha Madeya. Pour la première fois, les fonds viennent alloués dans le budget. Lors d'un atelier de travail consultatif tenu en présence des acteurs clés de l'industrie du transport, les autorités ont présenté les grandes lignes de la réforme à venir. Actuellement, une somme de 2,5 milliards de roupies par an est déboursée par le gouvernement pour financer le transport gratuit. Le projet de loi, bien sûr, il pour réglementer le système du transport public, mais il pour amener une chose avec lui.
Tout d'abord, le Fleet Management System. Ça veut dire GPS qui nous permet dans BIS et qu'à travers un software, un LTA, et notre contrôle tout ça qui peut arriver dans le bus. Parce que nous avons vu qu'on n'est pas de l'argent qui nous peut donner judiciously used. Avec ça, nous pouvons permettre nous aussi un Passenger Information System. Alors le projet de loi permet aussi un Code of Conduct pour les travailleurs du transport et les propriétaires de transport. Mais aussi, behavior, des gens qui voyagent par bus envers ces travailleurs du transport-là, des contrôleurs et chauffeurs. Éventuellement, vous venez avec le cashless payment system. Pour lutter contre la congestion routière, le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Soubron, estime que le transport gratuit joue un rôle crucial. Il plaide en faveur d'un système de transport plus écologique et mieux intégré. Et c'est aussi comme ça que l'idée d'un transport gratis total, éventuellement, il vient de manifester l'Alliance du sol. La refonte de l'industrie est jugée nécessaire alors que plusieurs dysfonctionnements perdurent sur le terrain. Nous, notre plus gros problème, c'est que les passagers, quand je sortis de nos bus stop, je ne connais pas qui les autres gars bus. C'est ça notre plus grand problème. Je devine, je perds 18 les temps, 20 minutes, 30 minutes au bus stop. Et avec ce système-là, je peux venir à l'heure au bus stop. Je ne peux pas perdre 18 les temps, je peux exploiter tous les temps, c'est productif. Donc ça, c'est le plus grand problème qui peut capable de résoudre avec ça. Ce qui nous peut faire aujourd'hui, là, nous pouvons pave the way, éventuellement, nous pouvons faire la fondation là, pour éventuellement le transport public devenir gratuit. La mise en œuvre de ce projet ambitieux est désormais attendue, avec l'espoir qu'elle transformera le quotidien de milliers d'usagers qui voyagent en autobus. Je vous le disais au sommaire, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, le naufrage du Wakashio. Le 25 juillet 2020, le vraquier s'échouait sur les récifs du sud-est de l'île, provoquant l'une des pires crises écologiques de l'histoire récente. Dans les jours qui ont suivi, une marée humaine s'est levée, portée par l'amour de la mer et de notre île, dans un élan patriotique inédit. Un regard en arrière et sur un peuple debout à travers le reportage d'Anju Ramgoula. Vague de solidarité, déferlante de débrouillardise. Alors que la marée noire a menacé, la machinerie rouge, bleu, jaune, vert s'est mise en marche, comme ici au Maibu Waterfront, où les bénévoles ont commencé à affluer le 6 août, soit une douzaine de jours après l'échouement du Wakashio sur les récifs de Pointe-Dessny. Un élan de patriotisme sans précédent a submergé toute l'île. Face à l'ogre d'acier, Maurice, petit poussé, a montré ce qu'il avait dans le cœur et dans les tripes. La rage au ventre, la volonté chevillée au corps, des centaines de milliers de Mauriciens se sont mobilisés pour sauver leur mère. Armés de leur courage et d'aiguilles, ils ont cousu des baumes, des boudins, des flotteurs. 5 ans après, au Maibu Waterfront, on s'en souvient encore. Il passe devant moi-même là. Quand le pays n'arrive à un problème comme ça, nous sommes déboutés. Il y a beaucoup de gens qui viennent aider pour empêcher ça de l'huile là, fan partout. Moi, je dis au-delà de 60 ans, jamais je trouve ça l'unité mauricienne. La communauté mauricienne, si je trouve ça arrive, ça catastrophe. Ça l'ambiance est dans le Waterfront Maibu là, inexplicable. On se coupait les cheveux, on s'arrachait ceux qui nous restaient sur la tête pour trouver des solutions. On tressait l'espoir. Face à la menace de l'huile lourde, les Mauriciens carburaient à la bravoure. Tout Mauricien me connaît, ils viennent ici, ils donnent un coup de main. Solidarité, nous tous aider pour nous couper nos cheveux, tout ça là. Nous rappelons qu'on a le chemin bien bloqué, tout ça. C'est bon, nous sommes contents, parce qu'il n'y a aucun problème qui nous connaissent. Tout le monde vient ici pour donner un coup de main, pour aider, pour faire tout le monde affaires, tout ça là. Nous trouvons beaucoup de jeunesse, beaucoup de vieux aussi. Mais je suis bien content, je suis bien beau, qu'ils me mettent tous ensemble. Le vacation, c'est une catastrophe. La mer qui vient de filer. Beaucoup de gens qui là, ils donnent un coup de main. Ils donnent un coup de main. Il y a des gens qui coupent les cheveux, tout.
Je vais mettre barre pour de l'huile, pas faner. Nous sommes sagrés quand nous jouons ça. Beaucoup de gens sont sagrés quand nous jouons ça la mer. Almost all the remaining oil on board a stranded cargo ship. Alors que le monde entier avait les yeux braqués sur elle, l'île Maurice entière se battait pour sauver son lagon, ses dauphins, sa mangrove. Vous avez vécu ça comment de l'étranger? Nous, c'est une île de cœur pour nous, donc ça nous a beaucoup touchés. Après, très attristés aussi de voir des tragédies pareilles avec la beauté mauricienne. Il fallait absolument préserver ça et c'était très difficile de vivre ça de loin. Et là, je trouvais que mon Mauricien, tu m'aurais piqué pour faire tout, pour qu'il nous protège nos lagons. Et puis il y a eu ce jour, le 29 août, Port-Louis noir de monde, un incroyable tsunami humain. Petits, grands, jeunes, moins jeunes, tous étaient là pour faire entendre leur voix. Le 12 septembre à Maïbourg, les citoyens répondront présents, encore une fois. 5 ans ont passé, mais les souvenirs restent gravés à jamais. Ceux d'un peuple uni, digne, debout. Preuve, s'il en faut, que Mauriciens déboulés, les paguettes devant derrière, quand tous sommes à la mer. La MBC vous propose de suivre l'intégralité de la présentation du Finance Bill en deuxième lecture par le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, au Parlement, après ce journal aux alentours de 20h30 sur MBC1. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. Soupline, infiniment doux, souplinement parfumé. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Oui, partagez, appréciez. Découvrez Nioc, une marque allemande de cosmétiques 100% naturelle et certifiée Cosmos Natural. Le shampoing solide, sans parabènes, colorant ni silicone, nettoie et nourrit vos cheveux. Et pour un confort au quotidien, le déodorant crème offre une protection longue durée et apaisante. Nioc, la beauté au naturel. Les prévisions pour Maurice, temps mécouvert durant la nuit et tôt demain matin avec de faibles ondées occasionnelles au sud, à l'est et sur les terrains élevés.
La température minimale sera entre 14 et 16 degrés sur les hauteurs et entre 18 et 20 degrés dans les régions côtières. Beau temps demain au cours de la journée. La température maximale sera entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est à environ 20 km/h avec des pointes de 50 km/h, s'affaiblissant graduellement à partir de demain. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2 mètres. À Rodrigue, il fera beau durant la nuit. La température minimale variera entre 17 et 19 degrés. Temps mi-couvert à parfois nuageux avec des averses occasionnelles. Demain, la température maximale variera entre 24 et 26 degrés. Le vent soufflera de l'est, sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales de 65 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud. Les prévisions pour Agalega, période nuageuse avec des averses occasionnelles cette nuit. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Après quelques ondées, tôt demain matin, il fera beau par la suite. La température maximale sera d'environ 29 degrés. Le vent soufflera du sud-est à environ 35 km/h avec des rafales de 60 km/h sous les averses. La mer sera forte avec des vagues de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. There is a moment when two paths become one to ignite tomorrow. It's the spark that turns vision into action to create meaningful progress. It's the energy that drives performance with purpose to build stronger communities. Grounded in our roots, we are wired for what's next. ENL and Rogers become one. ER. Ignite tomorrow. Galaxy upgrades your life. Bonsoir à toutes et à tous. Hippisme pour démarrer cette page des sports. Une journée test demain au Champ de Mars. Des mock races pour mettre en place tous les détails d'une journée de course en temps réel et dans des conditions précises. L'occasion de confirmer si tout est prêt en vue du coup d'envoi de la saison. Les détails avec Rajiv Gunput.
Les derniers travaux au niveau des infrastructures afin d'être prêts pour le jour J. Mais ça démarre déjà par le test de ce samedi en attendant le coup d'envoi officiel. Après une absence de 2 saisons donc, le Mauritius Turf Club, à travers sa filiale, le MTC Jockey Club, se prépare à reprendre ses activités. Tous les aspects seront à l'épreuve ce 26 juillet dans les conditions réelles d'un jour de course. Nous pouvons vers les 11 h comme ça, le public aura droit à l'entrée ici gratuitement. Nous prenons 1000 billets, servis selon le système first come first serve. Le premier mock race qui peut commencer à 12h30 et chaque les courses, nous prenons 4 en tout. Après 35 minutes, nous prenons la deuxième course, après l'autre 35 minutes, troisième course et la journée prendra fin vers les 15 h. La plaine est accessible au public, mais on dit qu'il faut prendre une zone que les travaux peuvent encore faire, qui sont bien éviter. Outre la compétition, l'expérience dans les tribunes et autres lieux de l'hippodrome a aussi été repensée. Nous allons voir par rapport, disons, à l'hospitality, si tout fonctionne bien. Est-ce que les vendeurs sont là? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que le côté restauration va marcher bien? Est-ce que le côté vestiaire est là? Est-ce que c'est un endroit convivial? Et nous avons un nouveau concept cette année que le Family Area. Est-ce que ça, c'est agréable, c'est confortable? Pour sa part, la Gambling Regulatory Authority a déjà informé public et membres de la presse que la diffusion d'images ou éléments sonores en direct est interdite, ce afin de limiter les situations liées au betting illégal. En coulisses, la mayonnaise monte déjà et ce vendredi matin à l'entraînement, les turfistes ont certainement été heureux de revoir le champion White River, désormais à la retraite. La préparation des coursiers continue à un rythme accéléré. Le judoka Yoel Lest et le badiste Jonathan Ning-Wing Lit défendront les couleurs de Maurice à la première édition des Jeux africains scolaires, un événement qui réunira environ 3000 jeunes sportifs de 14 à 17 ans en Algérie du 26 juillet au 5 août. Nos 2 représentants ainsi que leurs coachs ont reçu leurs billets d'avion et des équipements lundi au siège du comité olympique de Maurice à Trianon. C'est une belle opportunité qui s'ouvre pour ces 2 jeunes sportifs mauriciens. Le judoka Yoel Lest et le badiste Jonathan Ning-Wing Lit défendront nos couleurs à la toute première édition des Jeux africains scolaires. PV Mudailo, premier podium, avec un grand effectif, parce qu'il y a un grand entraînement qui me passait. Tous les jours d'entraînement, de mercredi grand matin, samedi grand matin, galopé samedi. Ces derniers temps, on fait l'entraînement le matin, tantôt, pour 8 heures de temps dans la journée, 6 fois par semaine, et l'entraînement a continué. Donc tu veux viser là-bas? Je vise au moins une médaille pour rendre mon pays fier. Nos 2 représentants ainsi que leurs coachs ont reçu leurs billets et des équipements au siège du comité olympique mauricien à Trianon en début de semaine. Les premiers Jeux africains scolaires se tiendront en Algérie du 26 juillet au 5 août prochain sous l'égide de l'Union africaine. Pour la première fois, l'Afrique accueille les Jeux olympiques jeunes sur son sol. Donc les Jeux scolaires, c'est un pas pour aider ces jeunes de 14 à 17 ans, pour ce cas préparer donc un futur olympien africain, pour préparer pour ces Jeux olympiques de jeunes. En décembre aussi, nous prenons les Jeux africains à Angola. La délégation mauricienne sera dirigée par Youssouf Beidjou. Ces Jeux réuniront plus de 3000 athlètes âgés de 14 à 17 ans, représentant les 54 pays du continent africain. 25 disciplines sportives sont au programme de ce rendez-vous continental. Cyclisme, la société AG Insurance Soudal prolonge son partenariat avec notre compatriote Kimberley Lecourt de Billau-Piénard. Le contrat court désormais jusqu'en 2028, une extension de 2 ans donc sur l'accord initial qui allait prendre fin en 2026 pour celle qui avait réalisé l'exploit de remporter une étape des Tours d'Italie et de Grande-Bretagne. Une bonne nouvelle qui tombe ainsi à la veille du Tour de France Femmes. Le grand départ de la 4e édition sera donné à Vannes en Bretagne ce samedi 26 juillet avec une première étape au cœur de Morbihan et la deuxième à travers le Finistère. L'édition 2025 sera marquée par ailleurs par un tournant dans l'histoire du Tour de France Femmes qui se disputera pour la première fois sur 9 jours de course. Le tout à suivre en direct sur MBC 15.
Chez les messieurs, Tadej Pogačar file droit vers un 4e sacre dans le Tour de France. Le Slovène en sera demain à son 12e jour en jaune dans cette édition 2025. Il porte son total dans sa carrière à 52, soit un de plus qu'un certain Jacques Anquetil. Il intègre ainsi le top 5 des porteurs du maillot jaune, même s'il reste encore loin d'Eddy Merckx. La 19e étape raccourcie s'est disputée sur 93 km entre Albertville et La Plagne aujourd'hui. Le néerlandais Timen Arensman a remporté en solitaire cette 19e étape, son 2e succès sur cette édition. 3e de l'étape derrière Jonas Vingegaard, et bien le maillot jaune, Tadej Pogačar, a lui contrôlé dans l'ascension vers La Plagne. En attendant le bouquet final aux Champs-Élysées ce dimanche, la 20e et avant-dernière étape demain sera disputée sur 184 km entre Nantua et Pontarlier. Football, à présent au chapitre des transferts. Selon certaines sources, le Bayern Munich compte faire une offre de 70 millions d'euros, plus 10 millions en forme de bonus pour Luis Diaz dans les prochaines heures. Une somme qui pourrait éventuellement permettre à Liverpool de financer une partie du transfert d'Alexander Isak pour un montant record en Angleterre, avoisinant les 170 millions d'euros. Sinon ailleurs, après Victor Gyökeres, Arsenal s'est offert Christian Mosquera. Et puis la CAN 2025 féminine, la rencontre pour la 3e place opposera le Ghana à l'Afrique du Sud à 23h ce soir au stade Larbi Zaouli. Ce match du classement sera proposé en direct sur MBC Sport 11. Battus respectivement en demi-finale par le Maroc et le Nigeria, les Ghanéennes et les Sud-Africaines visent une place sur le podium de cette édition 2025. La finale sera disputée ce samedi à 0h. Un petit mot de Formule 1 à présent avec la 13e manche du championnat du monde. L'Australien Oscar Piastri de McLaren Mercedes a réalisé le meilleur temps de l'unique séance d'essai libre du Grand Prix de Belgique cet après-midi. Sur le circuit historique de Spa-Francorchamps, les McLaren sont plus que jamais favorites, comme vous allez le constater dans ce reportage de Jessie Ougara. Lando Norris a été sacré pour la première fois de sa carrière sur ces terres lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le 6 juillet dernier. 2 semaines après, les pilotes de Formule 1 se donnent rendez-vous ce week-end pour une nouvelle course, cette fois-ci en Belgique. Ce Grand Prix est l'avant-dernier rendez-vous de la saison avant la pause estivale. Seuls 8 points séparent les pilotes au classement. Les 2 McLaren sont les favorites de cette course. Oscar Piastri, leader du classement, tentera de s'imposer sur ce circuit. L'Australien n'a pas remporté de course depuis le Grand Prix d'Espagne le 1er juin dernier. Son coéquipier chez McLaren est sur une bonne série de victoires, très proche de la première place au classement. Lando Norris tentera tout pour redevenir le leader avant la pause de l'été. Un autre Britannique pourrait aussi s'inviter sur la plus haute marche du podium. Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix de Belgique l'an dernier, a terminé à la 4e place lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en début juillet. Hulk Hogan, visage emblématique du catch des années 80, est décédé à l'âge de 71 ans. Le sportif au bandana et à la moustache blanche aurait été emporté par un arrêt cardiaque selon plusieurs médias américains. Le catcheur américain avait derrière la ceinture 6 titres de champion de la WWE et 6 de champion du monde des poids lourds. Hulk Hogan était un fervent soutien de Donald Trump. Ce qui nous amène à la fin de cette page des sports. Merci et très bonne soirée sur les chaînes de la MBC.